Au diocèse de Libreville, Monseigneur Dieudonné Moulongui, vicaire épiscopal et curé de cette belle paroisse, Révérend Père Benoît Diémé, chers confrères, chers conférenciers, chers peuples de Dieu, ça y est, nous y sommes. L'acte 2 de la journée scientifique Abbé Noël Aimé Nguangema va commencer. Et pour planter ce décor, je voudrais que nous nous retournions, nous nous levions et que nous nous tournions ensemble vers le Seigneur pour lui confier cette matinée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père. Seigneur, nous te prions pour te dire merci. Merci de nous avoir rassemblés en ce matin pour faire mémoire de notre illustre Abbé Noël Aimé Nguangema. Qu'il te plaise, Seigneur, de faire en sorte que cette activité prenne en toi sa source et reçoive de toi son achèvement, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais à présent décliner les grandes articulations de cette matinée. Après la prière d'ouverture, nous allons écouter le mot du curé, qui est aussi le coordonnateur de cette journée, après quoi nous écouterons le mot d'ouverture de la journée par son Excellence Monseigneur Basile Mvengon, archevêque émérite de Libreville. Monsieur le curé, vous avez la parole. Excellence, Monseigneur Basile Mvengon, archevêque émérite de Libreville, chers confrères dans le sacerdoce, éminents enseignants et chercheurs, révérentes sœurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités, bien-aimés dans le Christ. C'est avec joie qu'au nom du Conseil pastoral paroissial et de toute la communauté chrétienne de Corps Immaculé de Marie, que nous vous exprimons nos chaleureux souhaits de bienvenue en ce lieu mémorable. Puisse cette rencontre être pour chacun et pour tous une agréable immersion de ressourcement et d'auto-engendrement dans ce voyage de redécouverte d'une œuvre capitale qui ne passera plus inaperçue dans la vie de notre Église locale, car désormais considérée comme le code de l'engagement socio-politique du chrétien.
Toutefois, le devoir de mémoire à l'endroit du bâtisseur de cette communauté et la solidarité à l'endroit des naufragés de la traversée Libreville-Port-Gentil nous invitent à marquer un temps de silence solennel. Veuillez vous lever. Je vous remercie. Distingués invités, bien-aimés dans le Christ, la première édition de la journée scientifique de corps immaculé de Marie, dont le thème était Abbé Noël Aimé Ngwangema, un visage pluriel, s'était donné le pari de hisser sur le boisseau le caractère polyèdre de la vie d'un homme qui savait s'illustrer dans diverses problématiques sociales, littéraires, théologiques, anthropologiques et pastorales. Les panélistes s'étaient attelés à faire l'exégèse des différentes voies empruntées par cet homme, permettez-moi l'expression, cet homme androïde, en développant les thèmes de la liberté, la vérité, la laideur, l'évangélisation et l'ecclésiologie. La présente édition s'enracine dans l'actualité du débat sur l'engagement sociopolitique du chrétien lancé par les évêques du Gabon, notamment son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, dans sa lettre pastorale intitulée « Sur les traces du Christ, pour une société plus juste et plus fraternelle », et le message de la conférence des évêques du Gabon à l'occasion de leur 30e assemblée plénière intitulée « Avec Saint Jean-Paul II, Église Famille de Dieu au Gabon, lève-toi et marche pour la vérité, la justice et la paix ». Dans sa lettre pastorale, partant de l'expérience synodale vécue en Église, l'archevêque de Libreville propose dans ce qu'il appelle des balises 3 voies faisant office de lieu d'action: le service, l'intimité avec le Christ et la fraternité. En effet, comme le dit si bien, le chrétien se doit d'apporter une contribution enthousiaste et courageuse à la transformation de son milieu de vie et par extension à la transformation de la société dans son ensemble, au risque de vivre une foi désincarnée car sans consistance. D'où il dira, au regard des maux qui minent notre société et dans le contexte des échéances politiques à venir, notre engagement et notre participation en tant que baptisés et citoyens sont désormais des urgences que nous ne pouvons plus différer. Fin de citation. Le pasteur de Libreville annoncera même le caractère particulier de l'année pastorale 2022-2023 comme une année kairos pour nos communautés chrétiennes. Il dit, cette année se présente donc comme un moment favorable pour redécouvrir dans nos familles et dans toutes nos communautés le sens de la responsabilité citoyenne et politique des chrétiens en vue de la transformation de notre société à la lumière de l'Évangile. N'est-ce pas, bien-aimés, comprendre que cette année est l'année de l'affirmation des engagements baptismaux sociaux du chrétien. Le chrétien a un rôle à jouer dans la société, car faisant la société. L'heure n'est plus à la démission, à la rénonciation et à la fuite. C'est le moment favorable de porter les aspirations de ses frères dans un élan de solidarité et de détermination dans ce que le théologien contextuel congolais Léonard Santé Di Kinkuku appelle l'herméneutique du possible. L'herméneutique du possible, selon Richard Kearney, disciple de Paul Ricoeur, est le dépassement temporel de ce qui est donné actuellement vers un horizon possible toujours à venir. Parce que les hommes sont des êtres créatifs, donc figuratifs, ils doivent inventer, aussi longtemps que l'histoire continue, les conditions nouvelles et meilleures qui favorisent le vivre ensemble. En effet, l'herméneutique du possible affirme que tout est possible à recréer et à recréer de nouveau. Ce qui se donne ici ne se puise jamais dans un donné. Dès lors, comment le chrétien peut-il s'inviter dans un bal de passivité et d'acquiescement de sa propre non-invention? L'herméneutique du possible, à laquelle titille la lettre pastorale de l'archevêque de Libreville, se situe dans la perspective de l'histoire déjà faite et de l'histoire encore à faire.
Et si l'histoire s'est faite sans les chrétiens, désormais elle se fera avec les chrétiens en faisant toutes choses nouvelles, comme le rappelle si bien le prophète Isaïe. Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que je veux faire du neuf. Isaïe 43, verset 18. La conférence épiscopale, quant à elle, dans la troisième partie de son message intitulé « Appel à l'engagement et la participation politique des chrétiens », invite clairement et sans détour à un engagement social et politique pour la vérité, la justice et la paix. Dans un long paragraphe qui reprend l'accord cadre entre le Saint-Siège de la République gabonaise et le pape Pie XI, elle réactualise les exigences et les responsabilités de l'Église à œuvrer pour l'épanouissement de tous. Je cite, « L'Église au Gabon s'est engagée devant l'État gabonais à œuvrer ensemble pour le bien spirituel et matériel de l'homme, comme en faveur de la promotion du bien commun, qui n'est rien d'autre que prendre soin et se servir de l'ensemble des institutions qui structurent juridiquement, civilement la vie sociale, qui prend ainsi la forme de la police, donc de la charité. » En effet, ces deux termes, charité politique, ne sont plus à opposer, mais à associer pour le plus grand bien de tous. Le domaine de la politique est le champ de la private charité, la charité politique. Dans cet engagement de l'Église, il faut y voir trois liens. Un lien d'ordre anthropologique, parce que l'homme à évangéliser au Gabon n'est pas un homme abstrait, mais un homme qui est sujet aux questions sociales et économiques. Un lien d'ordre théologique, dans la mesure où l'on ne peut pas dissocier le plan de la création du plan de la rédemption qui, lui, atteint les situations très concrètes des hommes. Situation de misère, situation de chômage, situation de maladie et de précarité, etc. Il faut y voir enfin un lien d'ordre évangélique qui est celui de la charité. Paul VI, dans Évangile Nuntiandi, ne posait-il pas la question suivante: comment en effet proclamer le commandement nouveau sans promouvoir la justice et la paix véritable, l'authentique croissance de l'homme? Ce regard de la conférence épiscopale s'enracine simplement dans le Concile Vatican II, dans sa constitution pastorale Gaudium et Spes, où elle affirme: le Concile exhorte les chrétiens, citoyens de l'une et l'autre cité, à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches terrestres, en se laissant conduire par l'esprit de l'Évangile. Ils s'éloignent de la vérité, ceux qui, sachant que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais que nous marchons vers la cité future, croient pouvoir pour cela négliger leurs tâches humaines, sans s'apercevoir que la foi même, compte tenu de la vocation de chacun, leur en fait un devoir plus pressant. Nous comprenons ici l'importance et la pertinence du thème de nos assises, l'engagement sociopolitique du chrétien. Toutefois, l'engagement politique des citoyens comme urgence à ne plus différer ou comme devoir pressant requiert un modèle, car nous disait un grand maître de la pensée théologique: si vous voulez grandir, il faut savoir monter sur les épaules des géants. Aussi, les citoyens gabonais ont-ils besoin d'une icône, d'un géant de l'engagement sociopolitique qui saura leur montrer la voie en vue d'honorer leurs engagements baptismaux. Ce géant, ce summum, cet homme de haut vol et de l'action intrépide dans notre pays, qui fait office de guetteur au sens du livre de l'Apocalypse, s'appelle Abbé Noël Aimé Nguema. Abbé Noël Aimé Nguema est l'homme qui a exercé au Gabon un ministère de guetteur, de prospecteur d'avenir, en défendant sa foi sur la place publique. Comme il le dit dans Choisir de dire la vérité, il s'est engagé pour le bien de ses frères avec une liberté prophétique à l'endroit de tous. Il s'est illustré comme un éveilleur passionné de vérité, de justice, en se risquant de dire non au mensonge, à l'injustice, à l'autocratie et à la médiocrité. Parce que son amour pour sa patrie était aussi fort qu'il n'a pas hésité ni de mots ni de langue, mais en acte et en vérité, l'homme qui savait tirer la sonnette d'alarme sur les situations sociopolitiques de son pays. Le choix d'analyser et choisir de dire la vérité pour cette deuxième édition de la journée scientifique dédiée à cet illustre homme n'est pas fortuit.
Pour celui qui a déambulé à travers les pages de cet ouvrage, choisir de dire la vérité est un témoignage de l'engagement sociopolitique. L'on y découvre le vrai visage de l'homme qui fait l'option de la révolte contre tout ce qui tue l'humain et qui lutte pour la liberté et la justice. Dans notre pays, l'abbé Noël Aimé Ngouanguema incarne la voix prophétique qui assure la vigilance en faisant entendre la voix du Christ. Choisir de dire la vérité est un vade-mecum de l'engagement sociopolitique. Cet ouvrage fait combiner la trialectique, contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. Dans ce qu'on appelle le moment historique, l'auteur observe attentivement les faits de son pays. Ensuite, il passe au moment idéologique, c'est-à-dire la recherche des causes, l'analyse et l'interprétation des événements. Enfin, il aborde le moment politique qui est celui de l'agir. Partant, choisir de dire la vérité est pour le chrétien qui veut s'engager en politique le bréviaire que l'on ne peut pas ne pas recommander. Les panélistes qui vont se relayer ici tenteront à leur niveau d'affronter des problématiques variées qui gravitent autour d'un seul pôle, le pôle de l'engagement sociopolitique du chrétien, en passant au scanner la solidarité anthropologique de l'abbé Noël Aimé Ngouanguema qui a consisté à participer à l'élaboration d'un Gabon nouveau, pénétré de la volonté de Dieu, comme il dit lui-même dans Choisir de dire la vérité, je cite. Le prêtre représente l'autorité religieuse et morale que l'on ne saurait utiliser à des fins politiques. Il est issu d'un peuple donné et investi par Dieu pour aider ses frères à découvrir la vérité, toute la vérité sur Dieu et sur l'homme. Pour cela, il a l'obligation de se pénétrer de la volonté de Dieu sur l'homme, mais également d'approfondir sa connaissance de l'homme. Rien de ce qui est propre à l'homme ne doit lui échapper par principe. Or, la politique, c'est l'art d'organiser l'existence d'un groupe d'hommes. Dès lors, comment écarter le prêtre de la réflexion génératrice des principes de cet art? N'est-il pas celui qui doit rappeler aux politiciens la vraie dimension de l'homme? Fin des citations. Bien-aimés dans le Christ, à tous et à chacun, je dis bonne écoute. Merci. Merci, Monseigneur Dieudonné, pour ce mot de bienvenue. À présent et très respectueusement, je veux inviter Son Excellence, Monseigneur Basile Mbengon, à prendre place sur la table des panélistes pour ouvrir solennellement et officiellement ces assises. Mesdames et messieurs, chers fidèles, qu'il me soit permis de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle église Cœur Immaculé de Marie. En effet, le temps qui nous réunit ce matin est bien plus important pour l'Église, car les scientifiques et les prélats ont voulu rendre hommage à un des nôtres, né au ciel le 2 mars 2015. J'ai nommé l'abbé Noël Aimé Ngouanguema. Cette rencontre s'inscrit dans une perspective de redécouverte de nos engagements baptismaux et de recherche inlassable d'un meilleur vivre ensemble par notre propre implication. Espérant que les fruits de cette rencontre serviront à la connaissance de l'homme
et du prêtre qu'il a été. Mieux, à nous inciter à un meilleur témoignage de vie. Je déclare ouverte la deuxième édition de la journée scientifique Abbé Noël Aimé Ngouangema. Je voudrais dire merci à Monseigneur Basile pour son mot qui plante le décor à la suite du curé et pour la modération de cette matinée. Je me fais le plaisir de vous accompagner. Ce matin, nous aurons 3 panels à travers lesquels vont se succéder à cette table de nombreux spécialistes des questions de littérature, de politique et d'histoire, qui, chacun à partir du regard qui est le sien de son expertise, vont nous partager la lecture qu'ils font de cet ouvrage que vous voyez sur cette table, Choisir de dire la vérité. Le premier panel va s'intituler Historico-théologique, parce qu'il va permettre de croiser les regards d'historiens, de théologiens, et même aussi de littéraires déjà, pour nous donner d'entrer déjà en plein dans le cœur de cette réflexion que nous a léguée l'illustre abbé Noël Aimé Ngouangema. Pour ce premier panel donc, j'appelle très respectueusement à cette table le docteur Hervé Essonomezui, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. J'appelle ensuite Monsieur l'abbé Valentin Mindou Mimarang, que je demande également d'applaudir s'il vous plaît. Pour compléter ce panel, j'appelle très respectueusement le professeur Charles Edgar Mombo, que je vous demande également d'applaudir s'il vous plaît. Avec ces 3 conférenciers du premier panel, nous allons entrer dans l'œuvre de cet illustre en commençant par convoquer l'histoire, parce que c'est l'histoire qui nous permet de savoir d'où l'on vient, et sachant d'où l'on vient, on peut mieux se projeter pour l'avenir. C'est pourquoi, en ce premier panel, nous allons écouter en premier lieu le docteur Hervé Essonomezui, qui, de mon point de vue, n'est plus à présenter, puisqu'il nous accompagne depuis le début de cette aventure. Que dire de M. Essonomezui? D'abord que c'est un chrétien catholique bien engagé. Il est enseignant-chercheur dans nos universités et grandes écoles. Et dans sa recherche historique, il porte une attention particulière à l'évolution de l'histoire de l'Église de notre pays. Il est donc, de mon point de vue aussi, une personne bien indiquée pour nous aider à entrer à partir du regard historique dans l'œuvre de cet homme pour lequel nous sommes rassemblés ce soir. Cher docteur Hervé Essonomezui, vous avez la parole pour 30 minutes. Merci.
Je me suis engagé à présenter la thématique suivante. Une rétrospective historique de l'engagement socio-politique de l'Église catholique au Gabon pour la construction d'un engagement basé sur la vérité, à la lumière de la pensée justement de l'abbé Noël Mwanga. Là, c'est bon? D'accord. Donc, je disais que je me suis engagé à présenter une communication portant sur une rétrospective historique de l'engagement sociopolitique de l'Église catholique au Gabon pour la construction d'un engagement basé sur la vérité à la lumière de la pensée de Noël Mwanga. Bien entendu, donc, en ma qualité d'historien, je partirai donc d'un fait actuel. Tout récemment, il y a donc 1 mois et demi, comme le rappelait Monseigneur Dieudonné, les évêques ont réfléchi sur une thématique, sur l'Église et à la veille de l'élection présidentielle, sur la vérité, la justice et la paix. Ce message a suscité beaucoup d'espoir chez les laïcs. Pour certains, il s'agissait d'une nouvelle chose. Pour d'autres, il s'agissait d'une répétition, d'une incitation à l'engagement. C'est surtout pour ceux qui pensent que l'Église ne s'engage pas sociopolitiquement qui ont suscité mon intérêt pour faire cette communication, pour montrer sur le plan historique, en réalité, installée au Gabon depuis 1844, l'Église s'est toujours engagée sur le plan sociopolitique. Donc, mon intervention se fera en 2 grandes parties. La rétrospective, pour arriver à un point, c'est-à-dire l'engagement sociopolitique de Noël Mwanga, et en quoi cet engagement peut susciter une piste pastorale, une nouvelle piste pastorale pour l'engagement sociopolitique des laïcs, puisque les textes du magistère sont formels. L'engagement sociopolitique, direct, est d'abord une question réservée aux laïcs. Historiquement parlant, comme nous le savons, l'Église catholique est installée au Gabon depuis 1844. Et depuis cette date, il y a toujours eu un engagement sociopolitique. Nous commençons par le pionnier de cette Église, Monseigneur Jean-Rémy Bessieux. Comme nous le savons, ou du moins pour ceux qui s'intéressent à cette question, aussitôt son arrivée, aussitôt Monseigneur Bessieux s'est engagé socialement et politiquement pour l'indépendance de l'Église catholique au Gabon. Il avait été accueilli par les marins au Fort d'Aumale et tout de suite il a voulu déterminer son indépendance, et ces éléments d'engagement sociopolitique portaient sur une dénonciation de la vie des Européens dans ce qui était à ce moment-là le Fort d'Aumale, donc le Libreville d'antan, pour dénoncer leur comportement dans la société gabonaise donc de jadis. Quelques années plus tard, à la fin donc de son règne à la tête du vicariat apostolique, de ce qu'on appelait vicariat apostolique de Guinée, qui est devenu entre-temps vicariat apostolique du Gabon, Monseigneur Bessieux s'est également signalé par un engagement sociopolitique. C'est un épisode que beaucoup oublient, mais dans les années 1870, le Gabon a failli être échangé contre la Gambie. En effet, la France, qui prétendait déjà coloniser le Gabon, la colonisation n'interviendra qu'en 1886 de façon officielle, a failli abandonner la colonie du Gabon en échange avec la Gambie. Mais Monseigneur Bessieux, qui était français, a refusé effectivement de quitter la colonie du Gabon et est resté donc à Sainte-Marie, et il a même dressé le drapeau français. C'était une forme d'engagement contre la politique française qui voulait donc abandonner la colonie du Gabon. Donc une forme d'indépendance également. Il y a une multitude d'événements, mais j'essaie de les survoler pour que vous puissiez comprendre que l'Église a toujours été présente dans la société gabonaise. Nous arrivons à l'époque du vicaire apostolique, Monseigneur Tardy.
qui a été vicaire apostolique du Gabon de 1926 à 1947. Monseigneur Tardy s'est signalé également par un engagement socio-politique dans le conflit qui a opposé au Gabon les pétainistes et les gaullistes. Monseigneur Tardy était opposé à la guerre et il a amené une bonne partie des colons du Gabon, les colons privés, les colons religieux, les colons administratifs, à dénoncer la guerre et à ne pas s'engager. Et du reste, même sur le plan historique, l'Église a été impactée par les affrontements qui ont eu lieu entre les gaullistes et les pétainistes, puisque l'actuelle cathédrale, l'ancienne cathédrale qui est en restauration, avait été impactée par ces affrontements physiques entre les pétainistes et les gaullistes du Gabon. Nous arrivons un peu plus proche de nous. Nous avons Monseigneur Raponda Walker. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Monseigneur Raponda Walker s'était clairement prononcé contre l'attitude du président Léomba qu'il jugeait dure. Donc c'était une prise de position. Il y a des événements parfois qui ne sont pas très connus. On sait également que dans les années 60, un jeune prêtre spiritain en poste à la paroisse Saint-André, l'abbé Bellard, avait également s'était prononcé avec un certain nombre de jeunes sur la situation politique du Gabon à l'issue du coup d'État de 1964. Et c'est justement en 1964 que l'abbé Noël Ngoua sera ordonné prêtre et qu'il fera aussitôt, dans la foulée de son ordination presbytérale, il fera également un engagement sociopolitique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme constat de tous ces événements historiques que j'ai balayés de façon globale? L'Église catholique au Gabon a toujours un engagement sociopolitique, beaucoup plus à un niveau hiérarchique, au niveau du clergé, mais les laïcs n'ont pas souvent été engagés. Et lorsque l'on arrive donc aux années après les indépendances, avec des prêtres comme l'abbé Noël Ngoua qui s'engagent sur le plan sociopolitique, en examinant donc l'engagement sociopolitique de l'abbé Noël Ngoua, on se rend compte que cet engagement est de l'ordre quasiment d'un laïc, bien qu'il était clair. Alors donc en examinant les causes de l'engagement sociopolitique de l'abbé Noël Ngoua, on se rend compte que ces causes peuvent constituer le socle d'une nouvelle pastorale. C'est-à-dire il y a des éléments de réflexion à puiser dans ce qui a causé l'engagement de l'abbé Noël Ngoua sur le plan sociopolitique. C'est ce qui permet aux chrétiens catholiques, aux laïcs actuels, de pouvoir s'engager sur le plan sociopolitique, d'autant plus que sur cet aspect, sur ce plan, les laïcs sont absents. Alors, quelles sont ces causes? Je signale, je l'avais déjà dit l'année dernière, au-delà du document produit par l'abbé Noël Ngoua a choisi de dire la vérité. L'abbé Noël Ngoua a été un de mes principaux informateurs au moment où j'effectuais mes recherches pendant la thèse. Donc il y a la parole et l'écrit. Et jusqu'à présent, il constitue une sous-inspiration lorsque nous voulons réfléchir sur les questions de l'histoire de l'Église catholique au Gabon. Alors, il y a des expressions récurrentes dans les propos et dans les écrits de l'abbé Noël Ngoua. Une des principales causes de l'engagement sociopolitique de l'abbé Noël Ngoua, c'est l'expression le drame d'une conscience. Alors nous nous posons alors la question de savoir, pour la construction d'une nouvelle pastorale pour l'engagement sociopolitique, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'explorer cette expression? Le drame d'une conscience, à moins d'être aveugle de bonne foi ou de mauvaise foi, autant pour moi, le chrétien catholique, le laïc, est présent dans la société gabonaise. Est-ce qu'il n'est pas interpellé directement ou indirectement par les drames de la société gabonaise? Ce sont ces drames qui ont amené, justement, à partir des années 60, l'abbé Ngoua à s'engager sur le plan sociopolitique. L'abbé Noël Ngoua affirme également que s'il s'est engagé sur le plan sociopolitique, c'était pour contribuer à la formation des chrétiens. Est-ce que nous nous posons la question, est-ce que dans le cadre d'une nouvelle pastorale de l'engagement sociopolitique, il n'y a pas lieu d'insister sur la formation des laïcs, puisque les laïcs actuellement présentent des faiblesses et des insuffisances dans la construction d'une conscience pour un engagement véritablement sociopolitique.
On constate qu'il n'y a pas de syndicat chrétien ou catholique. Il n'y a pas de parti politique ouvertement les idées, par exemple, de la doctrine sociale de l'Église ou de la pensée de l'Église d'une façon globale. Donc, il y a un besoin de formation dans cet engagement sociopolitique. La troisième cause de l'engagement sociopolitique de l'abbé Noël Ngoua, c'est quasiment le syndicalisme. Dans ses écrits et dans son témoignage, l'abbé Noël Ngoua affirme avoir fait une revendication pour réclamer un poste budgétaire, puisqu'il était fonctionnaire, il enseignait, et il a fait un certain nombre d'années ou de mois sans avoir un poste budgétaire. Est-ce que ce n'est pas là un élément de réflexion pour amener dans l'engagement sociopolitique les chrétiens, notamment les laïcs, à une meilleure revendication, en s'appuyant bien entendu sur le drame de la conscience, en s'appuyant sur également la formation complète qu'ils auraient au niveau de l'Église. Alors, dans ce deuxième point concernant les causes de l'engagement, on est tenté aussi de regarder les points sur lesquels Noël sur le plan politique. On constate la violence. Le mot violence est régulièrement repris aussi bien à l'écrit qu'à l'oral par l'abbé Noël Ngoua. En son temps, la violence que dénonçait l'abbé Noël Ngoua portait beaucoup plus sur les assassinats. Mais plus de 50 ans après, cette violence est élargie, elle touche plusieurs domaines. Donc l'engagement sociopolitique des chrétiens, catholiques, donc les laïcs, pourrait porter sur ces questions de violence. Le deuxième aspect, autant pour moi, de l'engagement sociopolitique de l'abbé Noël Ngoua et qui pourrait interpeller dans le cadre d'une nouvelle pastorale sociopolitique, c'est la question de la justice. L'abbé Noël Ngoua était profondément attaché à la justice sociale. Est-ce que on ne pourrait pas explorer dans cette nouvelle pastorale sociopolitique, l'engagement sociopolitique, cette question de la justice sur tous les plans? Enfin, le dernier élément sur lequel on pourrait s'appuyer à partir, bien entendu, de la réflexion de l'abbé Noël Ngoua, c'est sur la question des abus, bien entendu en lien avec la justice sociale. Effectivement, la société gabonaise, au dire et aux écrits de l'abbé Noël Ngoua, vit permanemment sur les questions des abus. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette thématique. La finalité, en fait, de ma communication est que l'on s'appuie sur les écrits et la pensée de Noël Ngoua pour réfléchir sur une nouvelle pastorale sociopolitique, l'engagement sociopolitique, bien entendu en amenant les laïcs à découvrir ses écrits et sa pensée pour mieux s'engager. Je vous remercie. Merci, Dr Hervé Sonomezoué, pour d'abord la clarté de ce propos qui, comme je l'ai annoncé au départ, nous permet de retracer un tout petit peu l'histoire particulière de notre pays. Et cette histoire nous permet de déconstruire une idée qui tend à se répandre dans l'opinion dans notre pays, à savoir que l'Église se serait soudainement réveillée en 2023 et serait sortie d'un certain sommeil. L'envolée historique que nous venons de faire nous permet de déconstruire cette idée, puisque on vient d'avoir la preuve, s'il en fallait une, que depuis Jean-Rémy Bessieux jusqu'à la déclaration récente de la conférence épiscopale du Gabon, l'Église, du point de vue de sa hiérarchie, s'est toujours clairement prononcée sur des questions d'ordre politique et d'ordre social. Monsieur Sonomezoué n'a pas manqué de rappeler à travers cette communication tous ceux qui a marqué l'histoire de cette Église. D'abord Monseigneur Bessieux qui s'est engagé
vis-à-vis de la France, qui était le pouvoir colonial, dans ce deal qu'elle était sur le point de faire pour quitter le Gabon au profit de la Gambie. Après Bessieux, Monseigneur Tardy, qui s'est lui aussi engagé dans ce conflit de la métropole qui opposait les partisans de Pétain à ceux du général de Gaulle. Il a clairement pris position. Monseigneur André Raponda Walker n'a pas manqué de dire au président Léomba, quand il pensait cela nécessaire, ce qui n'allait pas dans la vie et le fonctionnement du pays. Quelques abbés ont été évoqués, notamment l'abbé Mbela et celui pour qui nous sommes là, l'abbé Noël Emengwangema. La deuxième articulation du propos de Hervé a consisté à questionner le sens de cet engagement, les motifs, les motivations qui ont été celles de l'abbé Noël pour qu'il s'engage sur le terrain politique. Trois éléments essentiellement ont été relevés. D'abord, le drame d'une conscience qui ne pouvait pas rester tranquille devant tout ce qu'elle voyait, cette conscience. L'urgence de la formation, parce qu'un engagement n'est possible et pertinent que s'il est porté par une vraie formation. Et ensuite, le syndicalisme, puisque l'abbé Noël, pendant un certain temps, a été privé de ses droits en qualité d'enseignant. Et de cet engagement politique, et à partir de la lecture que fait l'historien de l'ouvrage Choisir de dire la vérité, quelques lieux importants de l'engagement de l'abbé Noël ont été dégagés. D'abord, la violence, et aujourd'hui on peut tous faire le constat que celle-ci prend des proportions encore plus importantes. La justice et enfin la question des abus. Je pense que l'actualité de notre pays, avec ce drame qui endeuille de nombreuses familles du Gabon, donne encore plus de pertinence à la réflexion de ce matin. Je voudrais donc, si vous êtes d'accord avec moi, que nous remercions à nouveau l'historien Hervé Sonomezui en applaudissant encore pour lui, s'il vous plaît. Après ce regard historique, nous allons écouter à présent le deuxième intervenant de ce matin en la personne de monsieur l'abbé Valentin Niindou Muarang. Il est prêtre de l'archidiocèse de Libreville depuis 8 mois déjà. Voilà. Il est actuellement en affectation, il est détaché pour le foyer de charité de Libreville. Il est titulaire d'une licence en droit obtenue à l'université Omar Bongo, j'allais dire la prestigieuse université Omar Bongo. En philosophie, en fin de cycle, il a produit un travail qui portait sur la nécessité de la paix comme base du développement. En théologie, en fin de cycle, il a mené une réflexion qui a été condensée dans un mémoire qui a pour titre « De l'engagement sociopolitique de l'Église, le clergé gabonais dans le contexte sociopolitique de l'indépendance à nos jours ». Il est donc, à mon sens, une des personnes les mieux indiquées pour nous aider à mener cette réflexion. Monsieur l'abbé, vous avez la parole pour 30 minutes. De ce bouillonnement d'idées, d'où jaillira la société plus juste et plus fraternelle à laquelle aspirent tous les Gabonais. Nous retrouvons cela dans l'introduction de Choisir de dire la vérité. Voici donc comment M. l'abbé Aimé Noël Ngwangema justifie dans Choisir de dire la vérité sa lutte pour la liberté et la justice au Gabon. En lisant ces propos du prélat, il nous vient automatiquement à l'esprit ce que disait en son temps le poète latin Terence « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Nous y reviendrons. Il nous faut donc constamment avoir à l'esprit
l'homme et tout l'homme, considéré toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen, pour reprendre une célèbre maxime d'Emmanuel Kant, pour comprendre le sens de l'engagement politique de M. l'abbé Emmanuel Ngouanguema. Et dans le cas spécifique du prélat gabonais, il précise clairement lui-même la cause et le sens de son combat. Je cite, « Mon engagement au Morena, il a été contesté par certains. Il a au moins eu le mérite d'avoir existé et de faire réfléchir. J'avais à choisir, ou bien me désolidariser de ceux qui avaient pris le risque de dire tout haut ce que la majorité des Gabonais exprimaient tout bas, ou bien les soutenir intellectuellement et moralement. J'ai opté pour la deuxième possibilité. En voulant donc parcourir, choisir de dire la vérité, il nous est donc apparu opportun de situer cette lutte dans son cadre spatio-temporel. Ce cadre spatio-temporel est celui dans lequel se déploie l'activité de l'abbé Noël Aimé Ngouanguema, c'est-à-dire de l'indépendance du Gabon à la parution de l'ouvrage. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la position de l'abbé Aimé Noël Ngouanguema se lie au travers de la posture générale de l'Église catholique dans le même cadre spatio-temporel. En effet, celle-ci, entendu la posture générale de l'Église, a souvent déterminé celle du prêtre, car, je cite, « De plus en plus, mes réactions apparaissent comme des points de vue strictement personnels aux allures de règlement de compte non conformes à la politique de l'Église. Et lorsque je prends parti pour le Morena en 1981, un grand nombre de mes confrères et beaucoup de religieuses estiment que j'ai dépassé les limites du permis. D'aucuns y voient même la réalisation d'une ambition politique. C'est une des raisons pour lesquelles prêtres, religieux et religieuses ne sont pas venus nombreux à mon premier procès. » Fin de citation. Au terme donc de cette introduction, mon propos dans son développement va avoir deux pans. Le premier sera celui de situer l'Église dans l'engagement social de façon générale, avant de voir spécifiquement ce qui a fait en sorte que M. l'abbé Aimé Noël Ngouanguema décide de prendre à bras le corps l'engagement pour plus de liberté, plus de justice dans ce pays. Les années alimentaires sont en effet celles du règne de l'unicité politique, syndicale et intellectuelle. Ce n'est pas le lieu ici de disserter sur le parti unique, mais l'on retiendra que dans le cas gabonais, même si le PDG n'a pas exercé sur la société la dictature dure et sanglante que l'on a pu connaître ailleurs, le parti unique a imprimé sa marque négative sur une société qu'il a pour longtemps ankylosée et anesthésiée, nous dit le professeur Guy Rosatanga Rignol dans un billet « L'insoutenable condition du clerc gabonais ». Donc, au moment où le Gabon accède à la souveraineté internationale, une pluralité de partis politiques existe et se discute la gestion du pouvoir. Mais en 1968, le Gabon, comme nombre de pays en Afrique francophone, instaure un régime de parti unique. Autant dire, un régime de la pensée unique du maître à penser. Un système monolithique qui considérait que toute idée ou activité en dehors du parti unique était comme une atteinte à la sûreté de l'État. Mais quel fut alors, on peut s'interroger, le rôle de l'Église catholique durant ces années alimentaires, c'est-à-dire les années du parti unique? A-t-elle joué le rôle que l'on était en droit d'attendre d'elle, ou alors elle s'est simplement montrée neutre et ou passive? En 1960, dans l'euphorie de l'indépendance, le jeune État du Gabon va faire la douloureuse expérience de la vie et du jeu démocratique. En effet, une crise institutionnelle entre la primature sous la houlette de Léomba et l'Assemblée nationale que préside Paul Ngendjengonju, pourtant tous deux du bloc démocratique gabonais, va conduire aux premières arrestations politiques. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1960, à la faveur de la proclamation d'un état d'alerte, Léomba en profite pour faire arrêter tous ceux qui, au sein même de son parti, ne soutenaient pas la vision qu'il avait du régime et de la forme du gouvernement. Et parmi ceux-ci, le président et le vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que le président du groupe parlementaire BDG. Ainsi débarrassé de ses principaux contradicteurs,
Léon Mba put donc en février 1961 faire adopter une constitution que nous dirions taillée sur mesure. Cette situation politique et la mise à l'écart à travers ces manœuvres politiciennes de la deuxième force politique du pays, l'Union démocratique sociale gabonaise de Jean-Hilaire Obama, est en réalité la cause lointaine du coup d'État que nous connaîtrons en 1964. Ce d'autant plus que les arrestations arbitraires des hommes politiques ne firent pas réagir, du moins officiellement, l'Église, qui était alors la plus importante institution de la société civile. Et c'est donc dans cette situation que le coup d'État de février 1964 survient et trouve l'Église. En effet, à l'origine du coup de force des militaires, il y a d'abord la situation institutionnelle de la jeune République depuis 1960, mais surtout la dérive autoritaire du président Mba, qui, sous le fallacieux prétexte de maintenir et de préserver la cohabitation pacifique entre les divers acteurs du jeu politique, commença à faire germer en 1963 l'idée de la dissolution des différents partis politiques pour n'en garder qu'un seul. Et il mit en place un certain nombre de manœuvres dans le but unique d'isoler l'opposition politique. Ce désordre politique qui portait pourtant en lui toutes les manifestations de la dictature et les germes du coup d'État qui allait finalement avoir lieu dans la nuit du 17 au 18 février 1964, n'ébranla pas suffisamment la quiétude des milieux religieux, notamment du clergé catholique, pour les inciter à une intervention forte, se satisfaisant de ce que les libertés religieuses n'étaient pas, elles, bafouées. Cependant, quelques prélats décidèrent de ne pas se taire face au dictat du président Mba. C'est ainsi que bien avant 1964, Monseigneur François-Xavier Ndong, alors évêque auxiliaire de Libreville, commença à dénoncer la gestion quasi-dictatoriale du pouvoir. Il reprochait notamment le non-respect des valeurs humaines dans la gestion du pouvoir et la pratique de la polygamie. Mais surtout, il reprochait à Léon Mba d'être un adepte du buiti. Mais après le coup de force, d'autres voix dans le clergé s'élevèrent pour condamner non seulement le coup d'État, mais aussi l'intervention de l'armée française et les représailles de Léon Mba que la France avait réussi à réinstaller au pouvoir. On eut ainsi droit encore à des interventions de Monseigneur Adam, du jeune abbé Bellard et de l'abbé Raponda Walker. Mais de façon générale, les interventions avaient été faites de façon sporadique. On ne saurait dire, même si les interventions avaient été faites de façon sporadique, on ne saurait dire que l'Église était restée passive face à la dégradation du tissu sociopolitique. Il y a eu des prises de parole, notamment après le coup d'État, et surtout à cause des représailles qui ont suivi ce coup d'État. Alors, le coup d'État de 1964, il faut le dire, a laissé entrevoir des clivages existants au sein même du clergé. Si les divisions étaient assez perceptibles entre les clercs occidentaux et nationaux, il n'en demeure pas moins vrai que même entre les prêtres gabonais, les avis sur les récents événements n'étaient pas les mêmes. Entre les missionnaires européens se refusant d'intervenir dans la mesure où les droits religieux n'avaient pas été menacés, et les clercs gabonais chez qui se jouaient les rivalités entre Léon Mba, le buitiste, et Jean-Hilaire Obama, le catholique pratiquant, l'Église adopta alors une attitude non pas de silence, dirons-nous, mais de réserve et de prudence. Et c'est dans cette posture de prudence que le clergé gabonais assista à la mort du président Léon Mba le 28 novembre 1967. Le 2 décembre de la même année, le vice-président Albert Bernard Bongo lui succéda sur le trône. Et le 12 mars 1968, le projet de parti unique tramé par Léon Mba vit le jour avec la création du Parti démocratique gabonais. Alors on peut s'interroger, comment réagit l'Église face à cet énième recul de la démocratie dans la nation naissante? Pour Omar Bongo, le parti unique se présentait comme une nécessité, mieux un impératif pour l'unité et le développement du pays. Une unité et un développement que ne permettait pas, selon lui, le multipartisme. Je cite, « Il y a eu du laisser-aller au sein du BDG. Des gens ont pris le BDG comme leur propre affaire. Il y en a qui ont fait du BDG leur gagne-pain. Pour éviter que cet État puisse continuer au moment où nous voulons faire de la rénovation, il est nécessaire qu'un petit pays comme le nôtre n'ait qu'un seul parti, et le parti de tout le monde. J'avais plusieurs raisons de créer le PDG,
La première était de lutter contre la division que favorise le multipartisme. La seconde, qui découle de la première, était de regrouper tous les Gabonais dans le Parti national de masse. La troisième était de mettre un terme à certains abus. La quatrième était d'associer ou de faire participer le peuple aux actions entreprises pour la réalisation des idéaux nationaux et plus particulièrement de l'œuvre du développement. Fin de citation. Le projet et les décisions et les objectifs de la création d'un parti unique semblaient donc nobles au regard de l'Église, ce qui justifia d'ailleurs l'adhésion, voire la collaboration de certains prélats à ce parti. Nous pouvons citer notamment l'abbé Camille Nzibé qui participa activement dans le nouveau parti en étant membre du comité de rédaction de l'organe d'information du parti. C'est aussi pour cela, donc à cause de ces raisons données par le président Bongo, que l'abbé Noël, qui nous réunit ici, traité par le régime Léomba en ennemi et en ami des putschistes, rencontra le nouveau président pour le remercier de son geste d'apaisement en se fondant naturellement sur ses discours, mais aussi et surtout pour avoir des précisions sur la nouvelle politique que ce dernier entendait mettre en place. Nous écoutons l'abbé Noël Ngwa nous dire: en gros, Bongo m'expliqua qu'il entendait, d'une part, faire du Gabon non plus un agrégat d'ethnie plus ou moins rival, mais une véritable nation. Il voulait faire disparaître la conscience ethnique et développer la conscience nationale. D'autre part, il entendait doter le Gabon d'infrastructures modernes. Toutes ces raisons expliquent alors la posture de l'Église avec le nouveau pouvoir. Cependant, il y avait aussi que l'Église au Gabon était encore largement missionnaire. En effet, le personnel religieux, au moment de la survenance de ces événements, était encore largement expatrié et missionnaire. La preuve est qu'à la tête de deux circonscriptions ecclésiales que comptait le pays, nous avions 2 missionnaires étrangers. C'est donc à partir de là, on peut s'interroger. Mais si effectivement l'abbé Noël a accepté de rencontrer le pouvoir et que le pouvoir a donné des gages de sa bonne foi par rapport au pouvoir précédent, celui du Léomba, qu'est-ce qui alors fait en sorte que quelque temps après, l'abbé Noël Ngwa se détache de ce pouvoir? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il arrive à critiquer vertement ce pouvoir? Il le dit lui-même dans Choisir de dire la vérité. Les relations avec le pouvoir public se dégradèrent dès que je me mis à faire des réserves sur certaines pratiques. Elles dégénérèrent en conflit quand je dénonçais les aspects négatifs de la politique de Bongo. Vous l'aurez compris, nous entrons là pleinement dans le second aspect de notre intervention, c'est celui de l'engagement concret de l'abbé Noël Ngwa. Si durant les années du Parti unique, l'Église catholique, pour les raisons susmentionnées, ne s'est pas officiellement prononcée contre l'instauration de ce régime, certains prêtres ont néanmoins osé élever la voix contre ces agissements et les dérapages. Et parmi ceux-ci, il y a effectivement l'abbé Noël Ngwa. À la vérité, je n'en voulais pas au régime de Bongo en tant que tel, ni à ses représentants, nous dit l'abbé Noël. C'est pour n'avoir pas tenu ses promesses que je me suis mise à dénoncer Bongo et sa politique. Au fur et à mesure que les années passaient, la société gabonaise subissait des transformations néfastes devant lesquelles je ne pouvais rester indifférent. J'ai particulièrement été indigné de l'attitude des responsables politiques face aux phénomènes sociaux que sont la violence, le vol et l'injustice dont M. Essono parlait tout à l'heure. Les transformations néfastes de la société gabonaise, notamment le vol, la violence et l'injustice, furent donc la source du désamour entre le pouvoir et l'Église, notamment dans la personne de l'abbé Noël Ngwa. Pour l'abbé Noël Ngwa, comme nous l'avons déjà signalé, le non-respect de ses promesses et des engagements du pouvoir ne pouvait laisser personne indifférent. Alors que le nouveau pouvoir promettait de rénover, ce fut plutôt le contraire qui fut constaté au fur et à mesure. Les pratiques ayant fait le mal du régime Léomba, comme le favoritisme, les arrestations arbitraires des adversaires politiques et des contradicteurs, la séquestration des biens avait encore cours dans la gestion du nouveau pouvoir. Et cela était insupportable et inadmissible pour le jeune prêtre. Il décida alors de dénoncer ces agissements au nom de la liberté et de la justice. Je cite: « La violence s'exprime par des assassinats qui ne laissent aucun doute sur les intentions de leurs auteurs.
prélèvement de certains organes des victimes, élimination physique nocturne de personnalités en vue sur le seuil de leur domicile par des tueurs professionnels. Fin de citation. Si aujourd'hui, heureusement, nous n'assistons plus aux assassinats des hommes politiques, comme ceux que dénonçait en son temps M. l'abbé Noël, il n'en demeure pas moins que les interpellations et arrestations des hommes politiques et d'autres formes de violence sur les personnes sont toujours légion dans notre pays. Ces dernières, si elles sont certainement le fait de quelques individus qui n'ont pas nécessairement de lien avec le pouvoir, sont néanmoins l'expression d'un réel mal-être social. Outre la violence, le détournement des deniers publics, donc de l'argent devant servir à tous les Gabonais, et surtout l'injustice, sont les autres mots minant la société gabonaise qui fondent le combat du jeune prélat contre le régime Bongo. Je cite: « L'injustice se manifeste par le népotisme, le tribalisme et le régionalisme. Systématiquement, en effet, nos hommes politiques, qui ne cessent pourtant de prôner l'union nationale et de stigmatiser le tribalisme, s'entourent de leurs parents, des hommes de leur tribu ou de leur région, histoire d'être en sécurité et de faire participer les leurs au dépeçage de l'éléphant. » Fin de citation. Bien-aimés, voilà en résumé les causes, les raisons pour lesquelles l'abbé Noël s'est engagé. Cependant, le combat de l'abbé Noël n'est pas le combat d'un homme, il se veut le combat de tous. C'est pour cela que nous pouvons dire en conclusion: je suis homme, comme disait Terence, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. L'abbé Noël, en appliquant ce principe, voulait ainsi faire comprendre que rien de ce qui concerne l'homme, qui le touche positivement ou négativement, en tant qu'il est un être humain, ne devrait et ne saurait laisser indifférent ses semblables. L'abbé Noël l'a compris, et aussi bien l'homme de science que le prêtre a essayé de vivre cela. Parce que le prêtre, comme il le dit, est un homme pris du milieu du peuple pour exercer des fonctions sublimes, et qui, comme tel, ne peut donc rester insensible aux conditions de ses semblables. Je suis un homme, dit-il, un homme attentif à la détresse des autres et à leurs aspirations profondes. Je ne suis ni un saint ni un héros, je suis un homme, je suis un prêtre qui a dérangé et qui continue de déranger. Fin de citation. Et ceci est d'autant plus vrai dans la mesure où la solidarité est un devoir fondamental entre les hommes au nom de la fraternité. Car quand bien même les hommes ne partagent pas les mêmes opinions politiques et religieuses, se distinguent physiologiquement et physiquement, ne communiquent pas dans la même langue, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils sont néanmoins frères en humanité. Et c'est bien souvent le fait de reléguer en arrière-plan cette dimension de la fraternité qui fait que l'homme devienne trop souvent un loup pour ses semblables. Dans ce contexte, alors, frères et sœurs, il est du devoir de chacun de nous, en tant que communauté, de chacun de chrétiens, en tant qu'Église, de rappeler constamment au monde que l'homme est une histoire sacrée et que sa dignité est inviolable parce que sa valeur est sacrée. Et ce rôle de l'Église est celui qui nous a été rappelé par le Concile Vatican II, je cite. L'Église, en poursuivant la fin salvifique qui lui est propre, ne communique pas seulement à l'homme la vie divine. Elle répond aussi et d'une certaine façon sur le monde entier la lumière que cette vie divine irradie, notamment en guérissant et en élevant la dignité de la personne humaine, en affermissant la cohésion de la société et en procurant à l'activité quotidienne des hommes un sens plus profond, la pénétrant d'une signification plus haute. Ainsi, par chacun de ses membres comme par toute la communauté qu'elle forme, l'Église croit pouvoir largement contribuer à harmoniser toujours plus la famille des hommes et son histoire. L'Église, donc, à travers son enseignement social, doit donc pouvoir proposer une alternative au mode de vie actuel. Et c'est donc pour cela que choisir de dire la vérité de l'abbé Noël Ngoua se donne à voir comme un cri d'alarme d'un homme qui refuse de rester silencieux face aux dérives de la société. Mais plus encore, c'est une interrogation sur le rôle et la responsabilité du clerc en particulier, mais du chrétien en général, face à la dégradation du tissu socio-politique, face à la dégénérescence morale de notre pays. C'est enfin une invitation à refuser, au nom de sa foi, de s'agenouiller devant n'importe qui et n'importe quoi en échange de sa dignité, de sa liberté.
Je vous remercie. Essayer d'engager des éléments importants. Voilà, c'est bien arrivé. Est-ce qu'on peut décider un prêt financier dans une livre contre le pouvoir politique dans la prise des lendemains de l'indépendance? Quelles forces peuvent animer et déterminer un prêtre à mettre sa vie en danger, son sacerdoce et tout ce qu'il a de plus cher? Qu'est-ce qui peut le motiver à mettre tout cela en danger pour lutter contre les injustices sociales dans son pays, un pays qui pratique la politique de la pensée unique? Voici les questions auxquelles M. l'abbé Valentin Miyundu a voulu apporter des éléments de réponse à travers sa communication qui s'est articulée en deux moments importants. Dans le premier moment, il a, à la suite de l'historien Hervé et en s'appuyant certainement sur les données de l'histoire, interrogé l'engagement de l'Église en se posant la question de savoir si, au regard des maux qui minaient la société gabonaise d'alors, cette Église s'est engagée. Après avoir relevé que si, du point de vue institutionnel, il n'y a pas eu comme tel de prise de parole, on peut relever, et c'est pas rien, de nombreuses prises de parole d'individus, dont l'abbé Noël. Il a ensuite permis à chacun de nous de comprendre les motivations de l'engagement de l'abbé Noël, que je voudrais ici résumer dans cette citation. J'estime en effet, disait l'abbé Noël, que rien de ce qui touche au développement de mon pays ne m'est étranger. Que si des compatriotes demandent mon avis, mon point de vue sur leur vision de la société gabonaise de demain, je me dois de répondre positivement à leur démarche. L'Église ne doit pas être absente de ce bouillonnement d'idées d'où jaillira la société plus juste et plus fraternelle à laquelle aspirent tous les Gabonais. Fin de citation. Ce propos, frères et sœurs, a donc le mérite de poser de façon claire la vision que défendait l'abbé Noël de l'engagement de l'Église et du prêtre qu'il était dans la société. Pour nous avoir permis de saisir tout cela avec cette clarté qu'on a tous remarquée, je voudrais à nouveau qu'on applaudisse pour l'abbé Valentin Miyundu, s'il vous plaît. Troisième intervention de ce premier panel, elle va nous être, cette communication va nous être délivrée par le professeur Charles Edgar Mombo, qui, pour la petite présentation, sans aller dans tous les détails, parce que sa présentation, c'est l'objet de toute une littérature. Alors, professeur Charles Edgar Mombo est enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Il est spécialiste de la critique littéraire, notamment de la sociologie de la littérature. Il est, entre autres, membre de l'Assemblée internationale de la critique littéraire de Tours, en France. Il est membre du Centre de recherche en esthétique langagière africaine, littérature africaine de l'université Omar Bongo. Et il est membre titulaire de la chaire Francophonie et Migration de l'Institut catholique de Toulouse. Il est par ailleurs conseiller du recteur de l'université Omar Bongo en charge du CAMES. Je voudrais ajouter qu'il est peut-être d'abord et avant tout un chrétien catholique, et c'est aussi à ce titre qu'il me plaît de l'avoir sur ce panel. Professeur, vous avez la parole pour 30 minutes. Merci. Merci Monsieur l'abbé David. Merci encore à Monsieur le curé et son Excellence. Je reviendrai tout à l'heure sous un autre chapeau pour pouvoir remercier solennellement la présence de ces prélats dans cette église. Qu'il me plaise, bien entendu, de remercier l'assistance parce que depuis 2 ans, nous essayons de porter haut l'esprit vivifié et vivifiant des écrits de l'abbé Noël Aimé Nguangema.
Et nous espérons toujours que, bien sûr, c'est le deuxième prélat qui prend la parole. L'année dernière, on en a eu 2. J'espère que cette année, on en a eu davantage. Mon souhait toujours, lorsque je discute avec mes amis et frères prêtres, c'est de toujours leur demander de garder en mémoire, et surtout à l'écrit, parce qu'on n'écrit pas beaucoup, hein, je sais bien qu'on est dans une société de l'oralité, mais de toujours et toujours écrire sur ceux qui nous ont précédés pour la mémoire et pour faire mémoire. Et c'est un peu mon combat, petitement, au sein de mon engagement catholique. Ce matin, je voudrais vous parler de ce que j'ai pu approcher de l'œuvre que nous avons choisi tous, hein, choisir de dire la vérité. Et mon titre est le suivant: de l'itinéraire octorial à l'interpellation du lecteur, esquisse d'une réception engageante. Mais je voudrais avant toute chose définir les concepts de mon sujet afin d'en dissiper tout malentendu interprétatif quant à la suite du débat. D'abord, par itinéraire octorial, s'entend le parcours de l'auteur en présence, ici Noël Aimé Nguangema, en tant que sujet et objet du corpus précis à l'étude. Choisir de dire la vérité. Ensuite, l'interpellation est à saisir dans sa dimension injonctive de l'appel et de l'effet, ou de la conséquence du dit appel sur le récepteur que nous sommes, qui n'est autre pour l'instant le lecteur général, avant bien sûr tout à l'heure de s'orienter vers le lecteur choisi, qui est le fidèle laïque. Enfin, faire une esquisse, c'est élaborer une hypothèse sur des sujets précis pour en tirer sa scientificité, ou c'est balbutier un énoncé qui peut s'écouler en partant du singulier au pluriel, de l'individu à la communauté. La réception, quant à elle, est le fait du lecteur de disposer d'un texte ou d'une idée selon le contexte, l'affect et le ressenti, et qui lui permet à son tour de devenir in fine tributaire du texte en question, lu, et en l'occurrence ici le texte cité en objet, c'est-à-dire choisi de dire la vérité, afin qu'il se sente interpellé, motivé et surtout qu'il passe à l'acte. Oui, qu'il passe à l'acte, au sens où l'entend Jean-Paul Sartre dans Qu'est-ce que la littérature? Après avoir défini ces concepts qui composent le sujet, je peux prétendre à une hypothèse plausible qui peut se décliner de la façon suivante. L'auteur de Choisir de dire la vérité demande au lecteur, catholique soit-il, de s'engager dans la politique de façon certaine pour lutter contre l'inertie du pouvoir et des pouvoirs dans la société. Que dit Noël Aimé Nguangema à propos de la politique? Quels sont les motifs de son engagement? Pourquoi pense-t-il que le chrétien doit s'engager politiquement? La liste interrogative peut s'allonger, mais je préfère en rester à ces 3 questions qui, ce me semble, choisissent et obéissent à la structure rationnelle de ma pauvre petite pensée. Et la méthode que j'ai choisie pour déployer cet engagement est celle recherchée du côté de Michel Foucault, appelée archéologie des archives, parce que le texte est perçu en lui-même comme une somme d'archives ou de documents qui dévoilent l'essentiel et conduisent le chercheur à demeurer dans le texte et ailleurs autour du texte pour en ressortir le mot et la chose souhaitée. Ce sont des concepts de Foucault. Pour cela, pour mieux saisir la portée de l'archéologie de Choisir de dire la vérité, j'ai choisi un plan binaire dont les premiers éléments seront constitutifs de la présence de l'auteur en politique et en Église, puis une interprétation du discours de l'auteur et de ses effets sur le lecteur fidèle laïque. Ce qui me conduit bien sûr à ma première partie intitulée « Éléments constitutifs de l'auteur en politique » ou « Mobiles et prétextes de l'engagement ». Nous avons déjà entendu par mes 2 prédécesseurs ce qu'il en est de cet engagement, mais j'en ai choisi d'en faire autrement. Il est d'emblée important de lever une équivoque, c'est que le texte à l'étude, Choisir de dire la vérité, n'est pas un roman ni un essai. Il rentre, cela peut être discutable, dans ce qu'il convient de nommer un récit, et même un récit de vie ou de témoignage.
Parce que le livre obéit aux caractères fondamentaux de récit de vie, à travers notamment la mise en page des relations familiales dans la première partie, de la formation scolaire et universitaire dans la seconde, ainsi que de la présence des éléments qui ont trait au travail de l'auteur, sa carrière religieuse et politique dans la dernière partie. Si les spécialistes peuvent récuser un tel aspect ou une telle catégorisation, au motif qu'il manque les photographies comme gage et preuve de véracité des faits racontés, il n'en demeure pas moins que l'ingénieux Noël Aimé Nguangema ait pensé aux archives de l'Union pour lesquelles plusieurs numéros sont cités dans le texte afin de prouver tel ou tel autre fait par lui rapporté, comme pour demander au lecteur, s'il venait à douter, d'aller vérifier ses dires. C'est aussi dire que les faits soumis dans ce texte, du moins à partir du chapitre 3e, relèvent de la réalité qui peut être soumise à l'épreuve de la vérité. Les faits relatés et corroborés par le quotidien L'Union constituent les principaux mobiles de l'entrée en politique du clerc. Ces différents mobiles peuvent être subdivisés en deux blocs. Premièrement, la situation politique et la mise en exergue de la vocation de prêtre comme source d'amour et de fraternité envers les autres, et bien entendu, les motifs ecclésiaux. Premier motif d'engagement, que j'ai intitulé motif politique. Pour ce qui est de la politique, Noël Aimé Nguangema indique trois principaux qui feront de lui un homme révolté et s'engageant politiquement. Il s'agit de la situation politique de 1981 à 1985, période où il commence à dénoncer le régime politique de Bongo. Je m'arrête un instant parce que, pour faire un bémol, l'histoire actuelle présente que nous sommes le 11 mars, et donc demain c'est le 12 mars. Je crois que le thème choisi est un thème aussi très engageant. C'était juste une parenthèse. Parce que, dit-il, la politique de la rénovation, et là je le cite, la politique de la rénovation du Parti démocratique gabonais, PDG, marque en réalité un recul au plan démocratique avec des conséquences économiques et sociales prévisibles. Il y a ensuite le congrès extraordinaire du PDG de mars 1983 qu'il présente comme indicateur de retour au parti unique où seul le parti-État, comme nous l'avons vu dans plusieurs pays, demeure le moyen d'ascension personnelle au détriment du plus grand nombre. L'auteur, par conscience historique, présente en quelques mots l'histoire politique gabonaise qui a été multipartiste au départ, grâce à la diversité politique et de ses acteurs représentés à l'échelle nationale. Merci, M. l'abbé. Il dit, avant la création du PDG, la vie politique est dominée par le bloc démocratique gabonais, BDG, l'Union démocratique et socialiste gabonaise, UDSG, et le Parti de l'unité nationale, PUNGA, comme on dit, Punga. Fin de citation. Enfin, le jugement des membres du Morena, au pages 61-64, auquel il appartient, en fut prisonnier. En effet, après la première condamnation des pionniers du Morena, Abbé Noël Aimé Nguangema fut emprisonné avec plusieurs autres de ses amis de lutte et subit des atrocités à la prison centrale de Libreville. Tels sont, pour ma part, les motifs politiques de l'engagement de Noël Aimé Nguangema. Les motifs ecclésiaux. À la suite des motifs politiques d'engagement, Noël Aimé Nguangema revient sur les éléments constitutifs de l'Église, du Christ et du prêtre, comme voulant convaincre le lecteur fidèle catholique et justifier ses prises de position. L'auteur convoque ceux qui fondent sa vie de prêtre. D'abord, il présente Jésus-Christ, sa prédication au chapitre 6. L'auteur, en effet, ayant pris conscience des enjeux d'un engagement qui le conduira jusqu'en prison, va déployer ce qui, intrinsèquement, le constitue et le renvoie à celui qu'il a choisi de servir et pour qui il dit la vérité. Il présente le Christ, prêtre par excellence, Verbe de Dieu qui a habité parmi les âmes. Et il dit, je cite bien plus, il a voulu devenir l'un d'entre eux, partageant ainsi la condition humaine. C'est une citation
partant du langage christique déployé sous forme de parabole, en totale relation avec son environnement, Noël Aimé Nguangema présente le Christ comme celui qui s'est chargé non seulement des fardeaux de ses contemporains, mais aussi comme celui qui s'est préoccupé des situations sociales, politiques et économiques. L'auteur indique par exemple que Jésus-Christ prend position face à certaines situations et traditions de son pays. L'auteur présente également, à la suite du Christ, la mission de l'Église, au chapitre 7. Quoique, regrettant le fait qu'au Gabon, et là c'est un peu le contre-pied de mes deux prédécesseurs, il n'y ait pas eu de recherche d'expression adaptée entre l'Église et la culture et la politique, il reste que, je cite, l'Église a reçu pour mission de promouvoir l'œuvre de rédemption du Christ. Or, celle-ci ne se réduit pas uniquement au salut des âmes, elle embrasse tout l'ordre temporel, l'homme intégral. Fin de citation. Il poursuit en citant cette fois ce qu'il nomme un des mérites du Concile Vatican II, à savoir, je cite, la mission de l'Église déclare le décret sur l'apostolat des laïcs, n'est pas seulement d'apporter aux hommes le message du Christ et sa grâce, mais aussi de pénétrer et de faire parfaire l'esprit évangélique et l'ordre temporel. Fin de citation. Autrement dit, pour l'abbé Noël Aimé Nguangema, le prêtre doit aussi et surtout s'occuper du renouvellement de l'ordre temporel. Il élargit cette interpellation à l'ensemble des chrétiens, des fidèles laïcs y compris. Les trois éléments constitutifs du motif chrétien de l'engagement de l'abbé Noël Aimé Nguangema, comme ceux qui le conduisent à la politique, sont perçus ici comme les mobiles qu'il engage pour la lutte de la liberté, de la justice et de la vérité du peuple gabonais, qu'il présente comme meurtri par les sarcasmes et les vicissitudes et autres gabegies du pouvoir. À travers un vaste champ d'investigation, tant sociopolitique qu'ecclésiaux, Noël Aimé Nguangema est parvenu à présenter le prélat comme un Christ contemporain qui fait corps avec son corps meurtri et misérable. Dès lors, comment Noël Aimé Nguangema interpelle-t-il à son tour le lecteur afin qu'il s'y engage? Pour conduire le fil de cette partie, deux moments aussi interviennent. Le premier moment que j'ai intitulé « Que peut le prêtre ?» et le deuxième moment « Que peut le laïc ?» Je tiens à redire que cette partie n'est qu'une esquisse, une appréhension, un regard, une vision. Et qui dit appréhension dit sens, donc passible de fausseté, comme de vérité, et parfois même de non-sens. Que peut le prêtre gabonais face à l'interpellation de Noël Aimé Nguangema? Lorsqu'on a lu « Choisir de dire la vérité », on ne peut pas rester insensible à ces déclarations. À l'épreuve du temps et au regard titubant, il reste que dans sa fonctionnalité, seule la conférence épiscopale tient la lampe officielle des déclarations au Gabon. La dernière en date, comme l'a souligné le docteur Hervé tout à l'heure, a dénoncé les faits et actes de la politique actuelle du Gabon à l'égard des citoyens et la demande explicite aux jeunes de ne plus se laisser berner par les mirages de la vie. Propos somme toute ecclésiaux, pourtant très engagés vers la recherche des solutions visant à rendre le quotidien du Gabonais plus humain. Ces prises de position s'arrêtent en général le temps d'une homélie, le temps d'une conférence épiscopale, et chaque fidèle, et eux-mêmes les prélats, s'en repartent à leur propre, parfois triste réalité. Cependant, depuis quelque temps, longtemps après Noël Aimé Nguangema, il se voit germer certaines individualités, des prêtres en l'occurrence, qui prennent position devant l'inanité et la pauvreté des masses. Il nous souvient de rappeler l'épisode anecdotique